Bonsoir, Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. La séance d'échange ce mercredi 3 août 2022 entre le corps diplomatique et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Aurélien Agbenossi a non seulement exposé les actions majeures menées durant ces 6 derniers mois aux ambassadeurs accrédités présents, mais aussi évoqué les réformes majeures à venir. Modeste Dossoutoube a réalisé ce reportage. En présence du corps diplomatique, Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, expose les actions diplomatiques majeures menées par le Bénin ces 6 derniers mois. Nous avons signé une feuille de route pour la création d'un institut franco-béninois qui va remplacer ce qu'on appelle l'Institut français et qui sera situé au sein de ce qu'on appelle le QCC, le quartier créatif culturel, où le Bénin envisage de créer le musée d'art contemporain, des résidences pour artistes, mais aussi d'autres institutions. On parle d'une villa. Le deuxième outil que nous avons signé, c'est le programme de coopération qui est relatif au partenariat en matière de formation technique et professionnelle. Nous considérons que CMS-City, c'est un pôle de développement régional d'enseignement supérieur dans le domaine de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Le président Talon avait plaidé fortement pour que la question de la formation technique et professionnelle, que nous avons retenue comme priorité au Bénin, soit aussi une priorité continentale. Près de 30 milliards, pour être très précis, 27 milliards de nos francs sur une période de 3 ans dans les cantines scolaires. Plusieurs autres accords ont été également exposés. L'autorité ministérielle n'a pas manqué d'énumérer les perspectives en vue et les priorités diplomatiques du Bénin pour le second semestre de l'année en cours. Nous avons le sommet Afrique-États-Unis qui est en gestation, qui est en préparation. Et je sais que notre pays a marqué son accord pour y participer. Nous voulons être le pays qui respecte ses engagements. Et ce qui fait que nous sommes exigeants avec nous-mêmes. Ça étonne parfois, mais le président ne permet pas le laxisme dans le domaine des accords que nous signons. Nous allons participer bien naturellement à l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre. Nous préparons activement notre participation à ce rendez-vous diplomatique majeur. Il y a la TICAD 8 qui est prévue en Tunisie. C'est la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique et qui permettra certainement de souligner l'importance de la solidarité internationale pour faire face aux effets néfastes de la pandémie de la Covid-19 et d'encourager le développement durable et inclusif entre nous. Une présentation faite avec l'écoute attentive des chefs de mission diplomatiques qui saluent les actions menées par le Bénin vers le développement et la réussite des récents événements nationaux présidés par le chef de l'État. Les responsables de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP et du Conseil électoral ont échangé hier mercredi avec les cadres des différentes formations politiques. Objectif, présenter le chronogramme de l'ANIP ainsi que les dispositions pratiques pour avoir une liste électorale informatisée consensuelle pour les législatives de janvier 2023. Mathieu Bocost, Ilia Padonou et Melvin Achabi ont réalisé ce compte rendu. Les responsables de l'Agence nationale d'identification des personnes et du Conseil électoral face aux membres des partis politiques. Objectif, exposer le chronogramme de l'ANIP ainsi que les dispositions pratiques pour avoir une liste électorale informatisée, consensuelle et fiable pour les législatives du 8 janvier 2023. Nous allons le 19 août, donc le 19 de ce mois, éditer et imprimer la liste électorale informatisée provisoire. On démarre du 19 jusqu'au 2 septembre. Édition et impression de la liste provisoire. Affichage de la liste provisoire et collecte des réclamations dans la période du 8 septembre au 22 septembre. Prise en compte des réclamations du 23 septembre au 30 septembre. Publication et affichage de la liste électorale informatisée 21 octobre au 4 novembre. Transmission de la liste électorale informatisée à la Sénat le 7 novembre 2022.
La ley en question n'est rien d'autre qu'un extrait des personnes physiques des citoyens qui remplissent les conditions pour être électeurs. Mais parmi eux, qui sont ceux qui remplissent les conditions pour être électeurs. Et pour énumérer ces conditions, on va dire conditions d'âge et conditions de dignité électorale. Conditions d'âge, il faut avoir 18 ans au jour du scrutin. Conditions de dignité électorale, il ne faut pas avoir été privé de son droit d'être électeur ou d'être éligible. Avec ces deux conditions, on peut se voir à la bonne adresse. Et si on n'est pas content de cette adresse, on le fait savoir dans les délais requis pour avoir sa bonne adresse. C'est donc dire qu'il a fallu un croisement entre le fichier électoral issu de la LEPI et le registre national des personnes physiques issu du RAVIP. L'autre préoccupation soulevée, comment réaliser la LEI pour que les électeurs ayant figuré dans le passé sur la LEPI ne soient pas privés de leur droit de vote. On ne pouvait pas jurer que tous ceux qui figuraient sur la LEPI ou figuraient au fichier électoral national dans le cadre de la LEPI ont pu déjà faire la démarche loyale pour se faire enrôler dans le cadre du RAVIP. On a fait quelques contrôles à l'époque. On a vu qu'il y avait une portion qu'on a appelée la portion des résidus. Alors, capitaliser les acquis revenait pour nous à rechercher d'abord ceux qui étaient électeurs dans le cadre de la LEPI et qui ont pu faire le RAVIP, pour au moins dire que c'est le début de commencement de la liste électorale informatisée. Et puis après, il faut passer à des étapes d'inclusion pour que certaines personnes ne se sentent pas exclues. Un travail minutieux se fait pour la réalisation de cette liste. Et au cours de cette conférence de presse organisée par l'ANIP, le cas des personnes décédées a également été évoqué. On va suivre ensemble les explications de Cyril Gougbeji, gestionnaire mandaté de l'ANIP. Tous les cas de personnes décédées dont les identités avaient été par le passé utilisées pour commettre des fraudes à la loi électorale, on en dit parce qu'il y a des requêtes, il y a des écrits qui sont là, qui montrent que l'identité de personnes décédées a été utilisée pour avoir la carte d'électeur et pour participer aux élections. Aujourd'hui, tous ces morts, c'est-à-dire toutes ces personnes décédées, avant l'avènement du RAVIP, sont purement et simplement nettoyés. C'est-à-dire ne peuvent pas figurer sur la liste électorale. Parce que pour figurer sur la liste électorale, il eût fallu avoir été enrôlé au RAVIP. Et il faut être vivant pour se faire enrôler. Donc, les morts que certaines personnes tentaient de ressusciter ne peuvent plus être ressuscités. Ils sont définitivement morts en matière électorale, tout au moins jusqu'à l'avènement du RAVIP. Ça, c'est une prouesse. Parce que si l'État devait dépenser de l'argent pour nettoyer la liste électorale en ouvrant des guichets de déclaration par régularisation des cas de personnes décédées, imaginez les millions que cela devait coûter au budget de l'État. Mais par un simple exercice informatique et par la logique des choses, vous n'êtes pas vivant au moment où on a fait le RAVIP. Si vous figurez sur la liste électorale, vous ne pouvez plus figurer. Ce nettoyage est profond. Maintenant, nous avons mis en place un nouveau système d'enregistrement des faits d'état civil, dont l'enregistrement des décès au registre national des personnes physiques. À la date d'aujourd'hui, à 12h30, 1850, c'est bien ça, personnes ont été déclarées décédées depuis que nous avons mis le nouveau mécanisme en place et qui ont l'âge de voter et qui figureraient sur la liste électorale si on n'avait pas mis en place ce nouveau mécanisme. Ces personnes décédées n'apparaîtront pas sur notre liste électorale. Ça fait deuxième objet de joie.
Et puis on en vient au traditionnel Conseil des ministres tenu ce mercredi 3 août 2022. Plusieurs décisions ont été prises, entre autres la catégorisation des marchés de vente et la création de l'agence chargée de leur gestion, du déploiement de nouveaux aspirants au métier enseignant en vue du déroulement optimal de la rentrée prochaine. Plus de précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Drongouidi. La mise en œuvre des dispositions de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin implique une catégorisation des marchés de vente. Le présent décret pris à cet effet distingue ceux de niveau national, construits par l'État au titre de son patrimoine immobilier, ceux régionaux, réalisés soit dans le cadre d'une intercommunalité, soit par l'État ou avec son appui pour le compte du patrimoine immobilier d'une commune, mais ayant vocation à rayonner sur les communes limitrophes, puis ceux communaux, construits soit sur fonds propres par une commune, soit avec l'appui de ses partenaires ou avec celui de l'État. Par ailleurs, au soutien de son programme de construction de 35 marchés modernes urbains et régionaux, il a été élaboré un cadre de gouvernance pour en assurer la gestion efficace en concertation avec les communes d'implantation, conformément au schéma retenu. Les marchés à caractère national seront transférés à la Société des patrimoines immobiliers de l'État. Ceux urbains et communaux des villes à statut particulier confiés à des sociétés de patrimoine à créer par les communes concernées, tandis que les autres marchés resteront dans le patrimoine des collectivités territoriales. Toutefois, la gestion de l'ensemble des marchés relève de l'Agence nationale de gestion des marchés dont les statuts ont été adoptés. Celle-ci est notamment chargée de la gestion et le développement des marchés dont elle a la charge, l'assistance à l'exploitation durable des marchés et équipements marchands suivant les normes établies en la matière, en concertation, le cas échéant, avec les communes d'implantation des dites infrastructures. La gestion des opérations dans les marchés en ce qui concerne l'organisation des différents secteurs, l'attribution des espaces, la collecte des redevances, la sécurité, la maintenance, l'entretien, les péages, la collecte et le traitement des déchets, la sélection des opérateurs chargés de gérer les marchés et la gestion des mandats de délégation en vue du déroulement optimal de la prochaine année scolaire. Le gouvernement a acté le déploiement de nouveaux aspirants pour pouvoir tenir compte des besoins qui s'expriment. Au nombre de ceux-ci, 2266 sont titulaires de diplômes professionnels. Les 2139 autres sont titulaires du baccalauréat et bénéficieront au même titre que les enseignants promus directeurs d'école, avant leur prise de service, du renforcement de capacités qui leur permettra d'être à même de remplir efficacement leur mission. Et puis, vous le savez, le dépôt de gerbes se fera désormais au monument aux dévoués des jardins de Mathieu et non au monument des morts de Hulakodji comme par le passé. Que devient alors ce monument de Hulakodji et que pensent les citoyens béninois de sa délocalisation? Élément de réponse dans ce reportage de Moucharaf Soumanou et de Estelle Vichoedo. Hulakodji, c'est ici, au pied de ce monument, que pendant plus d'une soixantaine d'années s'est effectuée la cérémonie de dépôt de gerbes par la dizaine de chefs d'État béninois de façon successive à chaque 1er août. Quelques jours après le message du chef de l'État, message ayant annoncé la cessation définitive de cette action commémorative sur ce lieu au profit du monument aux dévoués des jardins de Mathieu, cet espace autrefois peuplé de monde tout au long de la période d'indépendance est tout simplement vide. Aucun individu dans les parages, aucun visiteur aux abords, sinon quelques passants qui n'y jettent même pas un regard. À en croire le chef de l'État, ce site est celui de l'envahisseur et n'honorait aucunement nos héros béninois. Pendant plus de 60 ans, nous avons rendu hommage à nos héros, à Hulakodji, au pied d'un monument érigé par l'envahisseur à la gloire de ces soldats qui ont décimé les nôtres.
En réalité, ce monument aux morts de Plakodji ne nous concerne pas. Il nous a plutôt toujours défiés. Désormais, c'est ici, en ce lieu, empreint de notre histoire politique, au pied de cet obélisque, qu'artistiquement, le monde entier a emprunté au génie égyptien, que sera déposé chaque 1er août la gerbe à la mémoire de nos héros. Ce message est la translation des reliques immatérielles de nos héros du monument aux morts de Khloakodji à celui du monument aux dévoués des jardins de Mathieu semble avoir été compris du grand nombre. Je pense que c'est une bonne décision, vu que le monument aux morts qui est derrière nous, à l'origine, c'était beaucoup plus pour honorer les soldats français qui sont tombés lors de l'envahissement de notre Dahomey dans le temps. Et qu'en étant indépendant, il faudrait qu'on soit vraiment totalement indépendant. Donc je pense que c'est une autre phase de notre histoire qui a démarré avec la fête de l'indépendance de la fois dernière, où le dépôt de Vichèvre a été fait au monument des dévoués qui se situe dans le jardin des Mathieu. C'est une initiative à féliciter de la part du chef de l'État. Pourquoi? Parce que à un moment donné, il ne faut pas se mentir, il faut pouvoir faire la différence entre ce qui nous appartient, ce qui fait partie vraiment de notre histoire et ce qui nous a été vendu. En réalité, ce qu'on a derrière nous ne vient pas de nous, ce n'est pas notre inspiration, ça ne venait pas du plus profond de nous. Le chef de l'État dit que désormais c'est là-bas, moi je vois que c'est bon. Parce que nous devons faire ce qui est pour nous et non pour les Blancs. C'est important parce qu'il est essentiel d'être cohérent vis-à-vis de nous-mêmes. Il est important de marquer par des symboles notre histoire. Et la symbolique du jardin de Mathieu est tellement forte qu'elle nous rappelle d'où nous venons. Qu'elle nous rappelle les luttes que nous avons menées. D'abord contre l'envahisseur, ensuite contre le colon. La lutte que nous avons également menée entre nous aussi, au fil de l'histoire, pour accéder au niveau de développement auquel nous nous situons aujourd'hui. Donc je pense que dorénavant, on va se sentir plus béninois, plus fiers de cette place-là que du monument aux morts où on avait l'habitude de faire ce dépôt-là. Les citoyens sont à présent mitigés en ce qui concerne la destruction du monument aux morts de Khloakodji ou de son maintien. Je crois qu'on n'a pas besoin de détruire ce qui est là comme monument parce que ça fait partie de notre histoire aussi. Et si j'étais à la place du gouvernement, je n'aurais pas souhaité cela. Pourquoi? Parce que c'est aussi un symbole et ça fait partie de l'histoire. Je ne donnerai pas mon avis pour que cela soit fait. Et je crois que bon nombre de personnes ne vont pas valider cela. C'est à conserver pour la postérité. Pour le dire, avant c'était ici, mais maintenant c'est de l'autre côté. Faut-il le préciser, le monument aux dévoués des jardins de Mathieu a abrité pour la première fois le dépôt de gerbes ce 1er août 2022 des mains du chef de l'État, Patrice Talon. Et il en sera ainsi dorénavant chaque 1er août de tous les ans. Et justement, le dévoilement de ce monument aux dévoués, du monument Bioguera et de la statue de l'Amazone force admiration et engouement des citoyens béninois. Ce constat est-il resté le même depuis leur inauguration et 3 jours après la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin? Regardez. Quelques jours après le dévoilement de cette place érigée en l'honneur de Bioguera à Cotonou, voici l'ambiance qui prévaut ce mercredi 3 août 2022. L'affluence constatée en ce lieu témoigne de l'attraction que revêt cette place. Hommes et femmes, petits et grands, ne se font pas prier pour immortaliser l'instant. Je suis venu avec la famille parce que les enfants ont insisté. Depuis le 1er août, quand ils ont vu à la télé, ils m'ont demandé c'est où je dis c'est Cotonou. Et c'est la première fois dans notre pays pour des gens de mon âge. Et quand on voit ça se réaliser, je crois qu'il y a de quoi vraiment féliciter le chef de l'État. Désormais, quand j'ai des amis
Quand je vais chez eux, on se promène, on va dans des lieux publics, on monte des statues, des monuments. Mais chez nous, il n'y avait rien, pratiquement. Quand tu fais le tour, tu fais Étoile Rouge et tu fais Place des Martyrs, et puis voilà. Aujourd'hui, je crois qu'on peut se vanter d'avoir quelque chose à montrer également à nos hôtes. Ça a permis aussi aux enfants aussi de voir la réalité, parce que à l'époque, pour voir la statue de Biorguerra, il faut forcément aller peut-être au nord, mais aujourd'hui, on a Biorguerra, un joli carrefour bien décoré. C'est super. Je suis aussi un Biorguerra, donc quand on est venu, on a pris des photos aussi, juste pour marquer notre passage, pour montrer que, voilà, comme tous les autres, on est aussi venu et on a vu les belles choses aussi. Du monument Biorguerra à l'esplanade de l'Amazone, la statue de l'Amazone suscite également curiosité de la part du public. Mais ici, l'accès est momentanément interdit et pour cause. Actuellement, les policiers nous ont interdit de ne plus intégrer parce que les choses qu'ils ont fait défiler est encore en place. On ne peut pas laisser les installations sur place et permettre à tout le monde d'accéder à la statue de l'Amazone. Certainement, ça devait être la raison pour laquelle nous n'avons pas pu accéder aujourd'hui à la statue de l'Amazone. Mais de loin, l'on peut contempler la géante statue du haut de ses 30 mètres. Tout ce qui se passe dans mon pays m'intéresse. Raison pour laquelle je suis venu avec ma mère et mes deux filles pour contempler un peu la beauté de l'Amazone et la beauté de mon pays et de la ville de Cotonou. C'est tellement joli à voir, le voir parce que depuis ça fait un bon moment que je regarde ça souvent à la télé, mais je ne l'ai pas encore vu. Bon, j'ai décidé aujourd'hui de venir voir ça physiquement, quoi. Ici, à la place du monument aux dévoués, l'accès au jardin de Mathieu est interdit au public et pour cause, les travaux de finition toujours en cours. Encore quelques jours et ces 3 monuments seront définitivement accessibles au public, impatient de contempler et d'admirer ces infrastructures touristiques, surtout pendant cette période de vacances. Voilà un reportage signé Ruth Ronja et Isaac Mongbo. Au-delà de nos frontières à présent, en Centrafrique, la crise des hydrocarbures que traverse le pays depuis février 2022 affecte déjà les avions de grande ligne ainsi que ceux qui déversent les villes de province à l'aéroport international de Bangui. Depuis 2 semaines alors, l'Agence nationale de l'aviation civile n'est plus en mesure de fournir le carburant A1 aux avions qui atterrissent à Bangui. Et cette situation affecte justement négativement les usagers en partance ou à l'arrivée de la République centrafricaine. Regardez. Dans une note adressée par la société Total Centrafrique, un grand acteur de l'importation des produits pétroliers en République centrafricaine, cette grande entreprise française explique son incapacité de ravitailler les avions qui atterrissent, y compris ceux qui desservent les villes de l'intérieur à Bangui depuis le 1er juillet dernier. Selon la direction générale de l'ANAC, le stock de réserve de l'aéroport international Bangui-Mpoko a atteint un niveau critique et le stock de sécurité est passé de 15 000 litres à 5 000 litres. Conséquence, même les vols humanitaires à l'intérieur du pays sont pénalisés. Depuis ces derniers temps, il n'y a pas de jet dans la zone, dans la ville, en République centrafricaine. Les vols sont réduits. Ça fait que je ne peux pas rentrer maintenant. J'ai fait 2 semaines de démarche et non pas seulement, je ne suis pas l'unique personne qui devait rentrer et nous sommes plus de 50 personnes. Selon des rumeurs qui planent, il y aura au moins un vol sur 2 semaines et ça c'est très grave. En cette période où les avions ne peuvent pas se ravitailler en carburant à Bangui, les usagers paient le prix fort. Leurs bagages ont été réduits par l'équipage de certains vols. Cette situation conjoncturelle ne constitue pas un drame pour le ministre des Transports et de l'Aviation civile. Il minimise cette situation. Selon lui, il n'y a pas de crise. Ceci étant, je pense qu'il y a des mécanismes au plan technique. Donc les avions sont bien ravitaillés, mais ils complètent leur ravitaillement, c'est-à-dire au lieu d'escale les plus proches. Par exemple à Douala, à Brazzaville, ainsi de suite à Yaoundé. Et aujourd'hui, techniquement, cela ne pose aucun problème. Donc, ils prennent
tous les passagers. Donc on n'a pas de souci à ce niveau. Au plan interne, nous avons la MINUSCA qui fait beaucoup de vols et qui a les jets aériens et qui de temps en temps ravitaille aussi les vols humanitaires. Dans cette situation qui plombe l'économie du pays, il y a une lueur d'espoir. La Société centrafricaine de stockage des produits pétroliers, ou SOCASP, a annoncé dans la foulée l'arrivée de barges contenant 1 500 000 litres de gazole et 500 000 litres de jet A1. L'utilisation de ces produits n'est pas prévue dans les médias. Il faut attendre une certification à l'étranger avant de servir les avions. Nous avons reçu plus de 500 000 litres de jet A1. Il y a d'autres qui sont en train d'être transbordé à Bangui. Mais vous savez, le jet A1 est un produit où, même si on reçoit le produit, on doit recertifier. La recertification, on envoie à Sonara. Le plus souvent, on prend l'échantillon ici, on met à DHL, DHL achemine directement à Limbe pour la recertification. Si après plusieurs mois de crise, un stock de gazole et de jet A1 vient d'arriver à Bangui, le super se fait encore rare dans le pays. En attendant, les avions de grande ligne jusque-là épargnés peuvent continuer à décoller et atterrir au grand bonheur des passagers qui ont vu leur vol annulé. Et justement, vous avez eu cet élément grâce à nos confrères de la CGTN TV et après ce journal, Derrick Olaogun sera en entretien avec un correspondant de la chaîne de télévision. C'est déjà la fin de ce journal. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Nous serons ravis de vous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube avec l'identifiant eTélé Bénin en direct via l'application iOS et Android eTélé Bénin, tout simplement. Bonne suite de programme en notre compagnie.